Ok. 3, 2, 1. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Excuse My French. On est de retour des vacances scolaires après 2 semaines d'arrêt. On a aussi nouveau décor, nouveaux membres dans la team. Nouveau membre dans la team avec notre bien sûr. Mais oui. Et du coup, on est de retour pour le question-réponse. On a eu quelques petites questions intéressantes. On va se limiter à 4 minutes par question, je pense que ça sera bien. Très bien. On y va? Allez, on y va. Première question. Alex Roumette, comment construire une séance courte mais intense? Entre parenthèses, de travail de force. C'est parti. Déjà, la première chose, si votre temps est limité pour vos séances, le plus simple déjà, c'est de se fixer un temps limite pour chaque partie de votre entraînement. Aussi, simple à faire, mais que personne ne fait, c'est mettre votre téléphone dans le sac. Bon, écrivez votre séance sur un tableau, et puis ensuite vous rangez votre téléphone. Ça déconcentre souvent quand on est sur son téléphone et que, disons cognitivement, on sort vite du truc. Quand on est sur Instagram entre les séries, fixez-vous des temps de repos fixes, respectez-les, mettez du rythme, même si c'est un entraînement de force ou du renfort ou quoi. Restez dans la séance entre vos séries, vous avez 2 minutes, vous restez concentré pendant les 2 minutes, vous pensez à votre prochaine série, etc. Vous allez voir, vous arriverez normalement à faire rentrer les séances. Écrivez votre échauffement et avec une limite de temps, des EMOM, des trucs comme ça, même pour votre travail de force, ça peut être des petites astuces qui peuvent aider à faire rentrer une séance dans une fenêtre de temps limitée, si vous avez un temps limité, je pense. Okay. Je pense que c'est plus ou moins bon. Okay. J'ai oublié quelque chose? Non, je n'ai rien à ajouter. Bon, je pense qu'on est bon. Alors, on enchaîne avec la seconde question. Réponse de ANT Delg. S'entraîner en sous-max pour développer son cardio. Ok. Bon. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, même des coachs d'endurance, qui préconisent la philosophie de train slow, race fast. Ça veut dire entraînez-vous doucement et faites votre course vite pour faire votre course plus vite. Après, pour moi, je pense, pour illustrer un peu ça, l'entraînement en sous-max, donc quand je dis sous-max, c'est-à-dire intensité minimale, donc minimale, intensité sous-max, c'est-à-dire que la logique de, par exemple, la zone 1, c'est entre 60-70% de sa fréquence max, la zone 2, tout le monde connaît à peu près ça, tous ceux qui ont fait un peu d'entraînement d'endurance connaissent ces zones-là de travail. La zone 5, c'est la zone vraiment, t'es à fréquence cardiaque max. Donc les entraînements sous-max, en général, c'est dans la zone 1, 2, voire 3. Jusqu'à 80% de la fréquence max. Pour moi, l'entraînement sous max, c'est un peu comme pour le squat, par exemple, le renfort. Donc vous pouvez faire du GHD raise, du leg curl, du leg extension, du nipodal, etc. Mais si vous n'êtes pas débutant, si vous faites que ça et que vous ne faites pas de squat à côté, votre squat ne montera pas forcément. Il faut faire les deux. Donc c'est un peu la même chose pour l'entraînement sous max. Si vous faites du cardio long à intensité modérée, mais qu'à côté vous ne faites pas de travail de filière énergétique vraiment basé sur vos facteurs limitants, avec du travail d'intervalle en désaturation progressive, etc. Ouais. Ou autre, ou bref, du travail intensité visant vos faiblesses à vous physiologiques. L'entraînement sous max, ça ne vous fera pas progresser plus que ça si vous faites que ça. Ok. Donc c'est comme un peu comme l'accessorisme pour le squat, il faut en faire, mais ça peut pas être que ça l'entraînement. Ça peut pas être que ça, sinon... Si vous êtes plus débutant, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, forcément ça vous progresserait, mais si c'est pas le cas, si vous êtes un compétiteur, il faudra faire plus. Ouais, voilà. Je vois. Alors, question numéro 2 de ANT Delg. Nose breathing à utiliser fréquemment. Ok, nose breathing, respiration nasale, donc c'est par exemple faire du rameur pendant 30 minutes et respirer qu'avec le nez, donc inspiration et expiration. Je sais qu'il y a pas mal de coachs qui vendent ça avec la méthode Wim Hof aussi. En fait, ces méthodes-là, leur bénéfice, entre guillemets, c'est de augmenter votre tolérance au CO2. Donc, il faut savoir que quand vous faites un effort à haute intensité, vous créez du CO2 métabolique que vous devez recracher. Parce que si vous en accumulez trop, ça devient dangereux, etc. Donc, ces méthodes-là, leur avantage, c'est d'augmenter votre tolérance au CO2. Donc, tout ce qui est nose breathing, Wim Hof et tout ça.
Après, en général, nous les crossfitters, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'haute intensité. Du coup, souvent les crossfitters de niveau compétitif, ils ont une grosse tolérance au CO2 et leur faire du nose breathing pour encore augmenter leur tolérance au CO2, ça peut être contre-productif. Donc en fait, le facteur limitant de certains crossfitters, ça va être de leur capacité à justement éjecter tout ce CO2 métabolique qu'on crée lorsqu'on fait des hautes intensités. Et si vous leur faites faire du nose breathing et vous leur faites augmenter encore plus leur tolérance au CO2, tout simplement, ça risque d'être contre-productif plutôt que de faire progresser. Ouais, parce que ça va changer la chimie au niveau sanguine, etc. Et après, il va falloir plusieurs semaines pour arriver à revenir à une base normale. Donc nose breathing, ça peut être intéressant pour des athlètes d'endurance ou pour des athlètes qui ont tendance à respirer trop avec les trapèzes supérieurs et qui ont du mal à utiliser leur diaphragme, etc. Ça peut être intéressant. Mais pour des crossfitters compétitifs, je pense pas. Après, faites attention aux coachs qui essaient de vous vendre une méthode qui marche pour tout le monde. En général, une méthode qui marche pour tout le monde, dans l'entraînement, ça n'existe pas. Donc méfiez-vous, si vous avez quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose qui marche pour tout le monde et qui est magique, méfiez-vous. Voilà. Okay. Mais ça peut être intéressant pour certains cas. Bien sûr. Il y a aussi les masques, non? Ouais, mais ça après c'est un peu ça. Normalement, tout ce qui est donc le training mask et tout ce qui est power breathe, les trucs comme ça qui en fait rendent la respiration difficile, ça sert surtout à muscler le diaphragme. Ouais. Ça peut être intéressant. Après, il faut voir sur de l'entraînement d'endurance, ça a vraiment des bénéfices. Faut que chacun essaye. Parce que le diaphragme, le rendre plus fort, c'est bien, mais il faut aussi le rendre endurant. Bien sûr. Donc, à voir. Ok, nous enchaînons avec une question de Ngoulou. Problème au niveau des cannes, brûlures musculaires qui arrivent très tôt sur les ergos. Je crois qu'il est en 2 fois cette question. Ok. Cela serait-il dû à une circulation? Ok, donc la question c'est... Cela serait-il à une circulation sanguine à chier ou encore un problème niveau lactique? Ok, donc la question c'est brûlure qui arrive rapidement au niveau des cannes. Est-ce que c'est dû à problème d'acide lactique ou à une mauvaise circulation sanguine? Ou mauvaise respiration aussi. Ouais. Alors déjà, première chose, l'acide lactique, ça n'existe pas. C'est soit du lactate, soit des ions H+, quand on fait des efforts à haute intensité. Le lactate, il se crée lors de la glycolyse, mais c'est aussi un substrat, il va servir à ce que la glycolyse continue de tourner. Et les ions H+, c'est tout simplement l'acidification des milieux musculaires lors de la glycolyse et lors d'efforts à haute intensité. Donc l'acide lactique, déjà, ça n'existe pas. Bon, je pourrais en parler pendant 1 heure, c'est assez compliqué au niveau physiologique, mais l'acide lactique, ça n'existe pas. Ensuite, il faut faire attention sur les problèmes comme ça. Souvent, certains coachs, certains athlètes se disent « Ah, c'est un problème d'endurance musculaire, du coup, on va faire une endurance musculaire au niveau des jambes. » Et ils vont cibler ça et envoyer à mort d'entraînement sur de l'endurance musculaire pour avoir une endurance au niveau des jambes, endurance de canne. Mais souvent, des fois, le problème vient pas au niveau local, mais au niveau cardiaque ou respiratoire, c'est-à-dire la capacité à livrer le muscle moteur en oxygène. Donc on pense que c'est au niveau local que le muscle n'est pas endurant, mais en fait non, c'est au niveau central la capacité à livrer de l'oxygène au muscle moteur. Donc ça peut être soit un cœur qui n'est pas assez puissant pour envoyer du sang dans le muscle moteur et venir à bout des blocages musculaires, parce que lorsqu'on a des contractions musculaires, on a forcément des occlusions au niveau artériel, soit c'est au niveau respiratoire, donc les muscles respiratoires fatiguent, et du coup, pour conserver une homéostasie, parce que si tu peux plus respirer, ben, tu meurs, le système nerveux crée un métaboréflexe, du coup, au lieu d'envoyer de l'oxygène vers les muscles moteurs, il l'envoie vers le diaphragme. Pour protéger, pour garder une homéostasie. Là, dans des cas comme ça, si ça brûle vite, parce que je pense que ce qu'il dit, c'est qu'en gros, lui, dès qu'il monte sur ergo, ça brûle très vite. C'est souvent dû à un problème cardiaque. Après, je peux pas extrapoler, parce que je sais pas comme ça sur une question, quel est vraiment le problème. La meilleure façon de le savoir, c'est d'utiliser le Human, que j'ai acheté récemment qui nous permet d'aller directement dans la physiologie musculaire. Ça nous donne la saturation en oxygène musculaire, l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine, est-ce que ça monte, ça descend pendant l'effort, pendant les temps de repos. Voilà, faire des tests physiologiques. Donc la meilleure réponse que je peux lui donner, c'est soit tu viens ici, on te fait un test physiologique et du coup on saura directement, soit tu le fais toi, soit tu peux faire un panel de tests, parce que c'est difficile de dire en un WOD ou en un entraînement, ah le problème c'est ça. C'est pas possible, il faut faire un panel de tests et là on pourrait savoir quel est le problème.
Mais souvent, ces symptômes-là, c'est une limitation cardiaque, je pense. Ok. Donc on t'attend pour faire le test. Boum, voilà. Alors, question de Fit Barak. Comment programmes-tu l'entraînement de force en autorégulation pour quand même avoir une progressivité? Ok, donc ça revient à la question, à la vidéo que j'avais faite sur l'autorégulation, et ça tombe bien parce qu'on m'avait aussi posé une question par message privé. On m'avait dit, est-ce que tu penses que c'est mieux de faire des progressions avec des pourcentages linéaires, comme ça au moins tu rajoutes un peu plus de poids chaque semaine comme on fait d'habitude, et comme ça tu as une progression, et mettre de côté un peu les metcons, etc. Alors déjà il faut savoir que l'autorégulation basée sur le RPE, lorsque j'étais au Canada et que je m'entraînais dans une salle qui s'appelle Strength Edge, à Calgary Barbell, donc il y a des mecs qui font des championnats du monde de FA et tout ça, donc l'élite aujourd'hui mondiale de force athlétique et de powerlifting, ils utilisent le RPE. Donc ils n'utilisent plus les pourcentages, ils s'entraînent au RPE, donc ça a fait ses preuves, même à haut niveau de force athlétique, qui est un sport spécifique vraiment que de la force max. Donc tu peux mettre une progressivité sur du RPE, il suffit de... par exemple, si tu fais 2 semaines avec un 3x3 au squat classique RPE 7, les 2 semaines d'après, tu vas mettre RPE 8 et avoir une progressivité. Et du coup, tu auras quand même une progressivité au fur et à mesure des semaines en fonction de tes objectifs, etc. Après, sur l'autorégulation sur le volume, il faut savoir qu'en CrossFit, ce qu'on veut, c'est augmenter sa force max sur le squat par exemple, mais on ne veut pas augmenter sa force max juste sur une rep max. On veut augmenter sa force max au service du CrossFit, c'est-à-dire le squat, c'est un mouvement d'assistance qui nous permet d'être fort après sur les WOD ou sur l'haltéro. Donc, on ne peut pas, je pense qu'en CrossFit, pour moi, ça n'a pas de sens de faire des progressions linéaires sur du squat pour faire un pic de force et augmenter la rep max à un moment précis avec des adaptations nerveuses. Parce que lorsqu'on fait des progressions linéaires comme ça avec des pourcentages, tu vas avoir le mec au bout de la 5e semaine, au bout de la 5e semaine, il va augmenter son squat de... Je sais pas, il y a plein de cycles de squat qui existent, peu importe lesquels, que ce soit russe ou Smolov ou quoi. Au bout de plusieurs semaines, le mec a augmenté sa rep max de 10 kg. Mais en fait, là, ce que tu as fait, les adaptations que tu as fait, en fait, c'est vraiment au niveau nerveuse et c'est pas inscrit dans le long terme. C'est-à-dire, c'est des synchronisations intramusculaires, intermusculaires, des unités motrices. Et du coup, c'est à ce moment-là, il va faire plus 10 sur le squat, mais peut-être que dans 2-3 mois, c'est redescendu à 5 kg de moins, etc. Du coup, nous, ce qu'on veut en CrossFit, étant donné qu'on ne fait pas du powerlifting, c'est des adaptations en force max au long terme. C'est-à-dire que ta force max, elle doit te servir que ce soit sur 10 reps, sur une rep, sur du clean, sur des wall balls, sur du strongman, etc. Et il faut savoir aussi que la force, c'est spécifique au mouvement. Du coup, l'autorégulation sur le volume, moi je l'utilise pour mes athlètes pour avoir une dose minimale effective, c'est-à-dire la dose minimale qui te permet d'avoir le maximum d'adaptation et de ne pas créer de surfatigue. Comme ça, on peut avoir un travail régulier sur plusieurs mois. Et pour un crossfitter, ça sera beaucoup plus pertinent que de faire 3 mois avec de grosses intensités qui donne de grosses fatigues nerveuses et après à faire 3 mois plus léger et du coup tu as des adaptations un peu qui font des montagnes russes, tandis que si tu fais un travail constant grâce à l'autorégulation, tu vas avoir une progression constante et du coup tu auras un meilleur transfert dans ton crossfit et dans tes metcons et dans ton haltéro, etc. Donc je pense que, et puis en plus de ça, c'est pas parce que d'une semaine à l'autre sur l'autorégulation sur le volume il fait pas le même nombre de séries que ça veut dire qu'il progresse pas. Oui, et puis on peut mettre une progressivité aussi sur la charge, même si le volume change. Et après, varier pour varier, ça n'a aucun sens non plus. Puis même, je pense que, je dis pas que le pourcentage c'est fini, il faut plus du tout l'utiliser, mais je pense que pour un compétiteur confirmé qui veut atteindre l'élite, le pourcentage ça marche plus. C'est 4 minutes. Le pourcentage ça marche, c'est pas ce qui marche le mieux, d'accord? Voilà. Ok. Alors, dernière question. Question lifestyle. 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 De Ngoulou Kanté. J'étais obligé de la faire. Quel livre ou film qui t'a le plus appris ou inspiré? Un livre que j'avais bien aimé, c'était Ego is the Enemy, qui est pas mal, qui est à lire pour ceux qui veulent faire du sport en compétition. Vraiment.
Et sinon, en ce moment, je lis l'histoire des pensées sociologiques. Ce qui n'a rien à voir avec le sport. Ce mec-là, les gens, ils vont me prendre pour un fou en mode, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, vraiment, juste parce que j'aime bien m'intéresser à plein de trucs et je pense que c'est bien d'avoir des connaissances un peu externes à l'entraînement, etc. Étant donné que on a une marge de manœuvre limitée due à tout ce qui nous influence dans notre vie. Du coup, c'est bien d'avoir un peu de recul, d'avoir des connaissances pour avoir un peu de recul sur la vie. Voilà. Mais de temps en temps, il sort. Mais, quand même, non, mais, KFC non, aussi, mais par contre, je vais lire mon livre d'Intello. Par contre, derrière, je vais regarder la Villa des Cœurs Brisés, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Hein. C'est bon, on est bon. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Allez, ciao.